Inflation, problème de pouvoir d'achat, non ce n'est pas une vidéo politique, on parle bel et bien de plateforme de streaming. Salut à tous, ici Reg, aujourd'hui j'ai envie de déterminer avec vous quelle est la meilleure plateforme de streaming et laquelle il faudrait choisir. J'avais déjà fait cette vidéo en 2021, je parlais vraiment des plateformes de streaming et j'établissais aussi une sorte de critique technique des plateformes, mais entre temps les plateformes ont beaucoup évolué, certaines sont même apparues en France ou en Europe depuis, donc il faut refaire cette vidéo. Et en fonction de l'évolution des plateformes, peut-être je referai cette vidéo dans 3-4 ans, ça dépend, tout dépendra de comment elles vont changer. Donc aujourd'hui, on va parler de la stratégie des plateformes, de leur accessibilité, de leur interface et de leur contenu, évidemment. Et on va voir laquelle a l'avenir le plus radieux et je vais même vous donner quelques recommandations. Parce que même si moi je suis abonné à toutes les plateformes de streaming, ce n'est pas le cas de tout le monde. Évidemment, ce n'est pas possible et ça coûte affreusement cher. Donc c'est pour ça que je pense que cette vidéo est utile. On va commencer avec la plateforme qui a créé les plateformes de streaming, entre guillemets, c'est évidemment Netflix. Si on regarde Netflix, il faut qu'on soit tous d'accord sur le fait que Netflix a de loin la meilleure interface, la meilleure ergonomie, peut-être même le meilleur design, la meilleure esthétique, le style le plus attrayant à l'œil, je trouve. Facile d'utilisation sur tous les appareils, rarement buggé, mais bien en avant les séries, les catégories, c'est une plateforme vraiment bien foutue. Elle s'adapte aux spectateurs, la barre de recherche peut même reconnaître des séries qui sont pas disponibles et vous conseiller des choses similaires. Tu peux taper des acteurs, des noms de pays, c'est assez génial. C'est tellement génial que tout le monde les a copiés de ce point de vue-là. C'est eux qui innovent dans le streaming et c'est eux aussi qui rajoutent les choses les plus pénibles que tout le monde va reprendre après, comme la fin du partage de mots de passe, comme la lecture x2 et des choses comme ça. Même les mauvaises choses sont copiées, l'arrivée des publicités par exemple. Bref, c'est les premiers à faire les choses parce que c'est les gens les plus en avance en théorie. Ils le font depuis quoi, 12, 14 ans déjà, peut-être un peu plus, 2009, 2010, je sais même plus. Donc ils comprennent les problèmes et les enjeux des plateformes et ils se sont clairement adaptés et technologiquement ils sont au point. On peut dire ce qu'on veut sur Netflix, c'est un plaisir de se balader sur l'application, peu importe l'appareil et c'est extrêmement accessible. En plus, vu que c'est la plateforme la plus ancienne, ils ont le patrimoine le plus élevé de nouveaux contenus, forcément, et ils ont l'avance, encore une fois, sur tout ce qui va causer problème et sur tous les défis des plateformes. Et ils ont un truc qui est fort et important, c'est le nombre d'abonnés. Ils ont, je crois, 250 millions dans le monde et ça permet de créer des synergies assez incroyables à travers le monde, c'est-à-dire que du contenu sera, entre guillemets, facilement transférable de la France vers les États-Unis, vers le Chili, vers l'Afrique du Sud, vers, je sais pas, l'Indonésie. Il y a du contenu de partout et vu que c'est tout sur la même plateforme, il y a une sorte de liberté assez folle et internationale qui n'est pas toujours le cas pour les autres plateformes. C'est là que la stratégie de Netflix est intéressante, c'est le contenu. Ils veulent proposer énormément de contenu. C'est la plateforme qui dépense le plus d'argent dans du nouveau contenu et ils dépensent des sommes astronomiques, plusieurs milliards chaque année, pour produire en masse du contenu pour tout le monde. Et c'est là un peu le paradoxe de Netflix, c'est qu'ils veulent créer souvent des choses de niche pour qu'il y ait vraiment une niche active qui s'y intéresse, mais ils vont avoir tendance à supprimer ces niches ou annuler même des séries lorsque ces niches ne marchent pas aussi bien. Ils veulent se donner une image de plateforme qui fait tout pour tout le monde, mais il suffit qu'une bonne série un peu moins populaire lors des 28 premiers jours ne marche pas comme prévu et ils l'annulent. Ils ne laissent jamais le temps aux séries de vivre et de s'accaparer une audience au fur et à mesure des années. C'est l'une des plateformes qui annule le plus de choses, surtout en sachant que pour Netflix, une petite niche, ça peut être une grande niche sur d'autres plateformes, mais pour eux, c'est quand même pas assez. Donc ils produisent beaucoup, ils annulent beaucoup aussi, c'est vrai, et même si beaucoup du contenu est généralement pour des audiences adolescentes, jeunes adultes, et souvent des choses pas très chères à produire et faussement matures qui cartonnent, il y a quand même une sorte de force dans le côté organique de Netflix. C'est que les gens sont tellement accros à la plateforme et vont tellement regarder d'œuvres dessus qu'il y a plein d'œuvres qui peuvent percer. Ça veut pas dire qu'elles sont bien, ça veut pas dire qu'elles méritent le coup d'être vues, mais vu que les gens sont tellement habitués à être dessus, c'est qu'ils vont tenter plein de choses tout le temps. Du coup, tu vois des films de tous les pays du monde, des séries de n'importe quel continent percer sur la plateforme et c'est le cas uniquement sur Netflix. C'est vraiment une plateforme internationale, mais encore une fois, c'est du contenu en général qui est ou immature ou choc, et rares sont les perles vraiment dramatiques qui parlent de choses sérieuses sans être forcément dans le shock factor. Encore une fois, il y en a et on en parlera, mais c'est vrai que Netflix, au fur et à mesure des années, prennent de moins en moins de risques. Ils se concentrent sur le jeune adulte pas cher, et en même temps les choses qui vont forcément marcher entre guillemets, même si évidemment ils ont eux aussi des surprises. C'est pas pour rien qu'ils sont critiqués pour tout le contenu type serial killer, un peu faussement documentaire, harcèlement, des choses comme ça, parce que les gens aiment ça. Mais d'un autre côté, c'est vrai que se font de plus en plus rares les séries vraiment dramatiques. Et le vrai souci, c'est que Netflix, ils ont un look. Netflix, ils imposent une manière de filmer, ils imposent une manière d'écrire aussi à certaines œuvres, et même s'ils donnent beaucoup de liberté à plein de pays différents, à plein d'artistes différents, toutes les séries Netflix se ressemblent un petit peu. Et je parle que visuellement, donc forcément, t'as l'impression de toujours voir un petit peu la même chose, et l'esthétique est rarement variée. Le look Netflix, c'est un vrai truc, ça existe. Que ça aille de Outer Banks à Mon Petit Reine cette année, rares sont les séries comme Replay ou Mindhunter qui ont un style complètement différent. Elles existent encore une fois, mais elles se font rares sur la plateforme. Et Netflix a souvent été à la pointe du cinéma parce que c'est la seule plateforme
plateforme qui propose pas du contenu cinéma au cinéma. C'est uniquement sur Netflix, du coup ils ont commandé des films de plein d'auteurs différents, des gens hyper connus, et ils ont créé un catalogue cinéma qui est impressionnant, mais qui change de plus en plus et qui est de moins en moins impressionnant avec le temps, parce que même s'ils deviennent un gros financeur dans beaucoup de pays, le souci c'est que maintenant ils veulent produire des choses à haut budget d'action, des téléfilms en soi avec des célébrités. Stratégie qui marche pas très bien parce que ça coûte trop cher et les célébrités prennent un gros chèque et ça les intéresse plus non plus parce que les célébrités veulent faire du contenu au cinéma et Netflix le refuse. Donc ils ont clairement réinventé le téléfilm, même si encore une fois, parfois ils vont créer des choses absolument géniales dans tous les pays du monde. Mais le souci avec Netflix, c'est que rares sont les séries qui viennent avec ce gage de qualité. Il y a tellement de contenu que c'est hyper dur de se retrouver. Tu sais pas si tu vas voir une énorme bouse qui est top 1 France pendant 3 semaines ou si tu vas voir un chef-d'œuvre qui ne sera jamais dans le top 10 et tu vas uniquement te baser sur des recommandations de gens que tu as vus sur les réseaux et encore, c'est très dur de naviguer en soi et de trouver du contenu qui t'intéresse parce qu'il y a tellement de choses, il y a une overdose de contenu que c'est dur de se poser en se disant ok, parce que tu sais pas ce que ça vaut. Pour vraiment apprécier Netflix aujourd'hui, il faut compter sur le bouche à oreille. Moi, à une époque, j'étais curieux de plein de choses. J'allais tenter plein de séries Netflix différentes, qu'elles marchent ou pas un petit peu, j'étais curieux. Là, cette curiosité a disparu parce que j'ai plus le temps, il y a plein de plateformes, mais je suis jamais sûr de la qualité que je vais avoir avec Netflix, ce qui n'est pas le cas des autres plateformes pour le coup. Donc même s'ils distribuent encore pas mal de films et de séries d'autres plateformes ou d'autres boîtes de production, généralement Netflix se concentre sur le contenu original qui a quand même des guidelines assez précises. C'est ça la force et l'inconvénient, c'est qu'il y a tout pour tout, mais s'y retrouver c'est hyper compliqué. Mais évidemment qu'il y a plein de séries incroyables qui ont été sur la plateforme. Je peux citer Dark par exemple, ma série préférée Netflix. On peut citer BoJack Horseman, on peut reciter Mindhunter, on peut je sais pas citer The Crown. Ils ont un catalogue séries impressionnant et je pense que je vous ferai une vidéo des meilleures séries Netflix. En termes de cinéma, c'est les meilleurs aussi. Entre Irishman, Marriage Story, Okja, Roma, Power of Dog, ils sont allés chercher tellement d'auteurs, ils ont proposé tellement de films incroyables que je pense que je vous ferai 2 vidéos dédiées pour les films et les séries. Donc Netflix est fait pour qui? Eh bien, faut savoir déjà que c'est l'une des plateformes les plus chères. Ça commence à 5,99 € avec les pubs, 13,49 € avec l'offre standard et les 20 € avec l'offre 4K. Et je trouve que c'est bien pour les gens qui n'ont pas envie de se prendre la tête. Pour les adolescents, jeunes adultes, c'est cool. Pour les adultes, il faudra fouiller un peu plus pour s'y retrouver. Ils ont des films originaux sympas qui valent le coup si vous les avez pas vus, donc ils ont un beau catalogue de ce point de vue-là. Mais pour les gens comme moi qui sont dessus depuis des années et qui ont vu la plateforme évoluer, c'est un peu difficile de s'y retrouver. Il y a sûrement plein de choses incroyables que j'ai pas vues dessus, hein, évidemment. Mais aujourd'hui, moi personnellement, je fais plus confiance au bouche à oreille qu'autre chose pour tenter des choses. Et je parle pas de l'interface, hein, je parle par rapport à ce qui se fait en dehors de l'interface, parce qu'honnêtement, le top 10 m'intéresse plus du tout, quoi. Il y a rarement des choses qui valent le détour. C'est pour ces gens-là qui veulent l'option par défaut, un peu consensuelle, un peu simple et qui peut proposer de temps en temps des pépites, mais bon courage pour les trouver. Mais pour ceux qui n'ont pas vu les 10 dernières années de séries Netflix, voire plus, ouais, vous avez pas mal de séries exceptionnelles à rattraper. Et on en parlera dans une autre vidéo si vous voulez. Et c'est là qu'on arrive à Disney+, et Disney+, c'est intéressant parce que je vais pas refaire le speech par rapport à l'interface et tout, c'est quasiment la même chose. Maintenant, toutes les plateformes se ressemblent. Eux se basent plus sur des catégories de licences, que ce soit les Pixar, les Star Wars et tout. En plus, ils ont plein de petites catégories mignonnes et ils ont même des moyens faciles pour, je sais pas, te faire un marathon, pour regarder des épisodes essentiels de séries où il y en a trop. C'est stylisé, simple, efficace, pratique, ça marche bien. Aujourd'hui, la 4K marche assez bien même, ce qui n'était pas le cas à l'époque. Bref, visuellement, c'est bien. Maintenant, en termes de contenu, c'est vrai que Disney+ n'ont pas beaucoup de séries. Ils en font rarement au final, entre guillemets, et lorsqu'ils en font, bah, les séries les plus intéressantes et les plus connues, en tout cas que eux mettent en avant, ce sont les séries de licence, que ce soit Star Wars, Marvel, etc. Ils produisent rarement des films originaux concernant Disney. Alors leur plateforme FX, qui chez nous est sur Disney, eux produisent quelques films originaux de temps en temps qui sont sympas, mais rien de spectaculaire. Disney+, c'est majoritairement des licences, et si vous n'aimez pas ces licences-là, qui sont généralement faites pour des ados, jeunes adultes, ça va pas vous intéresser. Il y aura rarement de la violence, il y aura rarement de la nudité, des choses comme ça. C'est une plateforme vraiment adapté pour les 16 ans, quoi. C'est pas une mauvaise chose, hein, c'est juste un fait. Parce que Disney se repose énormément sur le catalogue qu'ils ont acheté, donc que ce soit l'historique de Disney Animation, les Pixar, les Star Wars, les Disney, la Fox, le catalogue de la Fox qui est gigantesque. Disney+, c'est trop bien si vous avez des enfants et si vous voulez découvrir des choses que vous n'avez jamais vues auparavant parce qu'il y a 100 ans d'histoire, ou presque. Ils ont pas un énorme catalogue pour l'instant, en tout cas de nouvelles choses, évidemment, mais ils ont un gros catalogue cinéma d'anciennes choses. Par contre, là où Disney+ est fort chez nous, en France et en Europe, c'est qu'on a accès à FX. FX, c'est la chaîne de la Fox à l'époque, et c'est là que FX va proposer les séries d'après moi intéressantes pour adultes, car généralement les séries Disney ne sont pas des réussites, soyons honnêtes, hein, mais le contenu FX lui est bien plus récent, plus intéressant. Chez Disney on peut citer Andor qui est l'une de leurs meilleures séries, mais chez FX il y a Shogun qui est sorti cette année qui était incroyable, et en même temps The Bear qui sort depuis 3 ans. Et plein d'autres vont dire que Atlanta c'est incroyable, mais je l'ai pas vu. Mais en termes de cinéma, c'est vrai qu'il n'y a rien d'intéressant, parce que Disney propose des films au cinéma, et ensuite ils les mettent sur leur plateforme. Mais en tant que films originaux, il y a quelques trucs FX sympathiques, j'en avais vu 2 à l'époque,
je vous mets ici les affiches parce que j'ai oublié leur nom, qui étaient sympas. Mais ça vaut pas le coup de prendre un abonnement pour voir ce genre de téléfilm. Disney+, c'est très simple. Ça coûte 5,99 comme toutes les plateformes avec publicité. 7,41 le mois si vous prenez l'abonnement annuel ou 9,91 le mois aussi si vous prenez l'abonnement annuel. Et c'est pour les gens qui ont des enfants. C'est pour les gens qui aiment le contenu pour enfants. C'est les gens qui aiment revoir les films classiques Disney, Star Wars, Marvel, tout ça. Les gens qui veulent plonger dans l'histoire de Disney. Mais en termes de qualité de nouvelles séries, c'est vrai que chez Disney, il n'y a pas grand chose. Mais pour ceux qui n'ont jamais vu les séries FX, là, vous pouvez découvrir les séries FX. Moi y compris, il faut que j'en rattrape plein. Et juste pour ça, pour les adultes, ça vaut le coup. Parce que les séries FX sont généralement de qualité et valent le détour. Et je dis FX, mais il y a aussi Hulu dans le tas, parce que Hulu, ils ont de bonnes séries aussi. Mais les deux sont disponibles chez nous sur la plateforme. Prime Video, maintenant, est assez particulier aussi, parce que Prime Video, on dirait un gadget en plus de votre abonnement Prime. L'interface, contrairement à il y a 3 ans, a été réparée. Elle est bien meilleure. Il y a des choses intéressantes aussi par rapport aux catégories et tout. Et il y a surtout le fameux X-Ray. Parce que rappelez-vous, Amazon est la société mère de IMDb, donc ils ont accès à tout le catalogue IMDb. C'est pour ça qu'il n'y aura jamais X-Ray sur les autres plateformes. Même s'il y a quelques bugs et c'est pas toujours la plateforme la plus efficace et qu'il y a trop de choses qui sont diffusées sur Amazon Prime parce qu'en fait Amazon Prime veut du contenu original mais veut surtout être un hub pour tout en fait. Ils veulent être un hub pour vos contenus Amazon Prime, pour vos contenus Max, pour vos contenus Universal+, pour Shadows. En fait, c'est une multi-chaîne, un hub pour toutes ces chaînes-là. Du coup, il y en a plein et c'est un peu le go-to place pour s'abonner à une chaîne. Au lieu d'aller sur Shadows directement, en vrai, tu vas sur Amazon et hop, tu t'abonnes à Shadows par là. Mais Insomnia et des choses comme ça, tu vas directement sur Amazon et ça qui est pratique. C'est qu'en vrai, il y a plein de contenus qui sont disponibles sur Amazon. Vu que l'abonnement est pas cher, tu peux juste t'abonner pendant 7 jours à une chaîne. Ça sera gratuit, tu te désabonnes et tu regardes ton contenu. Mais ça qui est cool et intéressant, c'est que tu peux faire ça facilement, sans problème. Et Amazon veut être l'endroit pour toutes tes séries, genre vraiment toutes. Même si tu dois payer un supplément, vu le petit prix et vu les offres gratuites, tu peux carrément le faire. Mais en termes de séries originales, c'est vrai qu'ils créent des séries originales généralement pour adultes et assez intéressantes et les séries se ressemblent pas. Là où Netflix et Disney, certaines séries peuvent vraiment se ressembler. Je parle bien de Disney original, hein, pas des FX et tout. Là, c'est vrai que les séries Prime ne se ressemblent pas vraiment. Il n'y a pas une esthétique commune et elles sont généralement faites pour les adultes. Alors le problème, c'est qu'il y a aussi énormément de contenu qui apparaît tout le temps constamment. Tu sais pas ce qui est original, tu sais pas ce qui a été racheté par rapport à un autre pays. C'est le bordel sur Prime. Tu te perds facilement. Tu sais pas ce qui est gratuit, tu sais pas où tu dois payer un supplément. Il y a beaucoup de choses à comprendre et c'est pas efficace. Tu vas cliquer sur un truc, il faudra payer, c'est insupportable. Et dans tout cet énorme catalogue où tu te perds facilement, il y a plein de séries qui sont apparemment trop bien que même moi j'ai pas vu pour l'instant, comme Outer Range et Underground Railroad, qui sont apparemment trop bien, mais il y a tellement de choses, tellement de contenu que c'est très dur de s'y retrouver. Et encore, on parle du contenu sur la plateforme, mais il y a tellement de plateformes de streaming et tellement de contenu partout que c'est impossible de regarder des séries aujourd'hui. Il y a tellement de choses tout le temps et Amazon n'aide pas. Alors oui, il y a des séries qui vont être mises en avant, on va en parler après parce qu'elles cartonnent et les gens en parlent, mais sans le bouche à oreille de Reacher, personne n'aurait découvert la série. Après, c'est difficile de savoir quelle sera la qualité du contenu que tu regardes. Il n'y a pas ce gage de qualité Amazon. Là où Disney, le gage de qualité est généralement assez négatif. Et là, tu peux prendre des claques, aller sur les réseaux et te rendre compte que personne n'a jamais entendu parler de cette série. Ou alors regarder un truc complètement aléatoire et pas terrible. Les gens qui ont vu Undone comme ça par hasard, ils ont dû prendre une claque, ils se sont dit ok, faut qu'on en parle. Et c'est comme ça que la série a gagné un peu en popularité. En plus, ils ont une stratégie de cinéma classique, donc eux avec MGM et Amazon, ils vont créer du contenu pour le cinéma et ensuite le diffuser sur Prime, mais ils vont aussi acheter plein de séries et plein de films. C'est-à-dire qu'il y a des entreprises, des studios qui n'ont pas encore de plateforme de streaming et qui n'ont pas encore fait ce saut et du coup Amazon rachète. Ils rachètent plein de trucs en masse et du coup il y a plein de films cultes, plein de séries cultes disponibles, mais qui sont pas Amazon, mais juste ils font un travail de distributeur. Eux aussi sont très récents, du coup ils ont beaucoup de contenu original, mais tu sais pas ce qui vaut vraiment le détour et c'est ça qui est compliqué. Parce que Amazon Prime Video, c'est juste un effet secondaire de l'abonnement Amazon et du coup c'est un bonus pour les gens. Ils sont même pas obligés d'y aller, c'est juste pourquoi pas un jour. Sauf lorsque tu as des séries qui cartonnent comme Fleabag qui est exceptionnel, un vrai chef-d'œuvre, The Boys évidemment qui fait beaucoup parler de la plateforme, ou même Fallout cette année qui a vraiment bien percé. Mais c'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup chaque année, donc Amazon Prime, vous pouvez juste prendre l'abonnement à l'année, ça revient à 5,83 € par mois, et si vous voulez enlever les publicités, il faudra payer 7,82 € par mois, il faut rajouter 2 € de plus. Ça reste pas cher, soyons honnêtes. Et en plus de ça, vous avez tout ce qui va avec Amazon, Amazon Music, livraison, tout ça. Bon, c'est une offre absolument géniale, mais c'est pour les gens qui veulent voir de bonnes séries, qu'il faudra trouver pour adultes, et qui veulent profiter d'au moins quelques avantages Amazon. Et juste pour ça, c'est vrai que ça vaut le coup. Et ça devient aussi une sorte de plateforme par défaut, parce que entre guillemets, quasiment tout le monde a Prime Amazon, donc autant regarder quelques séries et films de temps en temps. Et si vous explorez, je pense que vous pouvez vraiment tomber sur des pépites. Mais il y a moyen que vous fassiez vite le tour en fonction de la qualité, et aussi bon courage pour naviguer. C'est là qu'on arrive à Apple TV+. Alors Apple, c'est simple, interface Apple, propre, efficace,
mais du coup pas disponible sur Android, c'est disponible que sur iPhone. Donc pour ceux qui me regardaient sur leur téléphone Android, c'est mort, sauf si vous passez par MyCanal, on en parle après. Et Apple est intéressant parce que c'est vraiment la stratégie iPhone, dans le sens où ils vont sortir très peu de séries par an, mais tu t'attends au moins à un minimum de qualité de chaque série. Chaque série va coûter cher, sera bien faite, bien mise en scène, visuellement assez bien foutue, même s'il y a une sorte de look Apple qui commence à se dessiner au fur et à mesure des années. Ce qui est bien, c'est que Apple, il n'y a pas beaucoup de contenu, ce qui est un peu paradoxal, mais il y a du contenu assez régulièrement, donc je sais pas, tous les mois, il y aura une nouvelle bonne série qu'ils vont beaucoup mettre en avant avec un acteur assez connu, et ça donne un look assez cinéma, pour le coup, à chaque série, chaque œuvre, avec une bonne 4K, et c'est un peu réconfortant, c'est-à-dire que vu qu'il y a moins de choses dessus, c'est plus facile de naviguer, c'est plus facile de trouver des choses, et tu sais que chaque série Apple sera au moins un petit peu bien, et ça c'est cool. Il n'y a pas énormément de choses pour l'instant, ça reste une plateforme récente, mais il y a assez pour regarder de bonnes choses, être vraiment surpris, et pas forcément te prendre la tête à chercher quoi regarder, parce que tu sais que tout sera plus ou moins bien, avec des pics de qualité évidemment en fonction des œuvres. Il n'y a pas souvent de nouvelles choses, mais chaque nouvelle chose te tente un petit peu. Alors oui, ils diffusent aussi des téléfilms sympathiques en mode Netflix, mais eux c'est surtout un studio de cinéma aujourd'hui parce qu'ils ont compris qu'il y avait de l'argent à se faire. Donc c'est pour ça qu'ils vont voir d'incroyables séries comme Severance, comme Silo, comme Masters of the Air, on peut citer Ted Lasso, et en termes de cinéma, bah oui, ils vont avoir toutes les grosses œuvres récentes comme Killers of the Flower Moon, Napoléon, et même diffuser des téléfilms comme Tetris par exemple qui était sympa, ou Coda aussi je crois qui était diffusé directement sur la plateforme. Donc Apple c'est pour qui? C'est pour les gens qui veulent pas payer très cher, c'est 10 € aujourd'hui, je crois qu'il y a 3 ans c'était 5 €, mais voilà, ça a augmenté. Les adultes, forcément c'est beaucoup de contenu pour adultes, même s'il y a des choses un peu différentes et chaque plateforme essaie de faire un peu leur propre truc et s'inspirer des autres. Genre Apple, ils ont leur propre Bridgerton par exemple, ça s'appelle The Buccaneers. Bref, mais pour les gens qui veulent pas se prendre la tête et pour au moins à chaque fois avoir une série avec un minimum de qualité, avec des choses qui sont tentées par ces séries, ouais, ça vaut le coup. Et il y en a pas mal. Il y a plein de gens qui adorent For All Mankind, il y a plein de gens qui adorent Foundation. Bref, la liste n'est pas incroyablement longue, mais il y a suffisamment de contenu pour regarder pendant des mois et des mois. C'est facile d'accès, il y a du contenu de qualité et c'est pas si cher que ça, donc ça va. C'est là qu'on arrive à MyCanal et MyCanal, waouh, c'est la pire interface, de loin, difficilement navigable, je trouve. Il y a plein de soucis, plein de bugs, c'est moche, il y a plein de trucs. Voilà, ils essaient d'être un hub aussi comme Amazon. Du coup, ils mettent du contenu de toutes les plateformes. Il y a des contrats tout le temps. Tu sais jamais quel abonnement t'as. Moi, je paye un abonnement à 49 € par mois et j'espère tout avoir, mais il y a des choses que j'ai pas. À peine fonctionnel. La 4K sur LGOS n'est arrivée que récemment. En fonction des abonnements que t'as pris, t'as pas la 4K. Genre, si tu prends Max via MyCanal, t'as pas la 4K. La recherche, elle est horrible parce que tu vas chercher une série, elle sera divisée par plusieurs contrats et abonnements différents. Il y a trop d'abonnements, t'es perdu dans ce que tu peux regarder, à quoi t'as accès. Il y a le sport qui prend beaucoup de place et en même temps, bah, il y a le truc qui est cool, c'est direct. Tu peux regarder toutes tes chaînes en France via MyCanal et c'est ce que je fais quand je regarde des émissions qui sont sur, je sais pas, TF1, France 2, M6. Si tu coupes l'application sans faire exprès sur ton téléphone, impossible de retrouver le moment où tu as arrêté l'épisode. C'est un enfer ergonomique. Ils sont bien conscients chez Canal, hein. Ils le savent, hein. La plateforme a jamais été prévue pour ça lorsqu'ils l'ont faite et c'est horrible. Soyons honnêtes, c'est un enfer à naviguer, ça bug tout le temps, je déteste être sur Canal. Mais en termes de contenu, soyons honnêtes, et en termes de stratégie, bah en vrai, ils ont plein de petites séries moins connues en France qui sont généralement des pépites. Des gens comme moi ont découvert des séries comme Normal People sur MyCanal et ils vont chercher un petit peu ces trucs-là et ils vont commencer à se battre pour de plus en plus de grosses séries. Cette année, ils ont récupéré Tokyo Vice et Love and Death, qui sont des séries Max, par exemple. Donc, Canal, ils sont de plus en plus agressifs sur la distribution, donc ils ont envie de prendre plein de séries. En même temps, ils créent plein de séries françaises qui cartonnent, que ce soit Baron Noir ou De Sang et d'Argent ou Le Bureau des légendes. Ils veulent aussi être ce hub avec tout. C'est ça qui est intéressant et c'est leur stratégie. Ils veulent que tout le monde est sur MyCanal pour avoir accès à toutes les plateformes. C'est pour ça que dans leur top 10 des séries, ils mettent des séries HBO, parce qu'en théorie, c'est disponible sur la plateforme. Ils ont l'avantage énorme de la chronologie des médias, donc tous les films hollywoodiens qu'ils achètent seront disponibles 6 mois après la sortie américaine, d'ailleurs tous les films tout court. Ils investissent dans le cinéma français, du coup aussi les films français seront là en avance. C'est la plateforme française qui a un énorme hub avec plein de choses hyper intéressantes, mais encore une fois, c'est noyé dans des trucs qui sont pas à eux. J'ai pas envie de voir Netflix, HBO sur MyCanal personnellement. J'ai envie de voir les séries MyCanal. Si j'ai envie de voir ce qu'il y a sur HBO, je vais aller sur HBO. Mais au fait, ils ont envie que tu regardes tes séries HBO sur MyCanal plutôt que sur Max. Pareil pour Apple, ils ont envie que tu regardes sur MyCanal, alors que MyCanal ça pue. Il faut aller sur Apple, il faut aller sur Max, aller toujours sur la plateforme indépendamment et non pas sur MyCanal. L'expérience sera meilleure. Mais le problème de ces stratégies-là, c'est qu'elle est temporaire. À partir d'un moment, Max s'en ira, Apple s'en ira, tout le monde s'en ira. Alors tout le monde peut-être pas, genre Paramount, pourquoi est-ce qu'ils iraient? Parce que personne va s'abonner sinon. C'est ça qui est frustrant avec MyCanal, c'est que l'application est nulle, peu importe l'appareil, mais surtout, ils ont tellement de contenu intéressant qu'ils mettent pas assez en avant, je trouve. Genre Killing Eve, moi j'avais regardé sur MyCanal, trop bien. Mais maintenant, vu qu'ils ont toutes les grosses séries populaires, ils vont mettre ça en avant plutôt que les séries qu'ils ont achetées. C'est pas toujours le cas. Ils vont aussi mettre en avant des séries françaises, mais les séries françaises, même si MyCanal sont les plus forts en termes de séries françaises en France, en termes de qualité, t'es pas toujours au courant, quoi. Faudra aussi compter beaucoup sur bouche à oreille. Mais oui, c'est un bon hub pour les Français, c'est cool, mais j'ai l'impression que c'est un hub qui sera temporaire. On l'a vu, Disney+ s'en va de Canal déjà. Donc combien de temps ce jardin d'Éden, certes assez mal foutu, va durer? Même trouver le prix de MyCanal, sauf si tu
tu prends l'abonnement RA à moins de 26 ans qui est à 20 €, je crois toujours encore en ce moment. Moi, je paye 48,99 € pour tout. Canal Plus série, Canal Plus cinéma, je sais pas quoi, Netflix, Disney+, je paye le supplément à chaque fois en plus. Bref, 48 € pour à peu près tout avoir, c'est pas mal en soi. Mais ça va durer combien de temps? Quand est-ce que les prix vont augmenter? Comment je m'y retrouve dans mes contrats? Comment est-ce que je change d'abonnement? C'est un enfer. En fait, Canal, ils ont envie de te garder prisonnier. Mais si vous voulez voir de bonnes séries françaises, ce sont les meilleures. De loin. Si vous voulez voir du contenu cinéma en avance, c'est possible aussi, il faudra quand même attendre 6 mois, alors qu'avec un VPN, c'est quelques semaines. Si vous aimez le sport, bah oui, il faudra payer un supplément. Et oui, généralement, c'est plus pour adultes. Mais une fois que tu es dans Canal, c'est dur de s'en aller, j'ai l'impression. Ils veulent vraiment te garder là-bas. C'est pas une mauvaise chose, une bonne chose, mais il faut juste qu'ils améliorent leur plateforme et qu'ils mettent mieux en avant les choses qu'ils produisent eux-mêmes ou juste qu'ils rachètent qui sont intéressantes. Mais oui, évidemment, Canal, c'est le combo top pour avoir accès à tout. Est-ce que c'est nécessaire de parler de Paramount+? Alors Paramount+, personne ne l'a, cet abonnement. Qui achète Paramount+? Juste Paramount+. Vous l'avez via Canal. Ça fait partie des plateformes comme Universal+, où il n'y a rien à dire. Peut-être Universal sera un peu différent lorsque Peacock arrivera en France, un jour, il y aura une nouvelle plateforme encore. Mais voilà, c'est des séries pour adultes, faites par la Paramount. Vous avez accès à l'énorme catalogue cinéma de la Paramount, mais encore une fois, pas à tous les films. Ça sera au cas par cas, pour le coup, en fonction des droits de distribution. Mais c'est bien pour les fans de la Paramount, parce que le catalogue cinéma est impressionnant. Ils ont aussi des séries comme Showtime disponibles sur Paramount, donc les séries comme Dexter, par exemple, ou Billions. Mais c'est une plateforme sans MyCanal qui n'existe pas en France. Soyons honnêtes, personne s'abonne à ça. Oui, il y a de bonnes séries comme Yellowstone, ça j'ai pas vu, mais faut que je regarde. Mais The Offer, c'est incroyable. Tulsa King, c'était trop bien. Et plein d'autres, j'imagine, que moi j'ai pas vu. J'entends de bonnes choses concernant Mayor of Kingstown. Bref, ils ont du beau contenu, mais tout le monde passe via MyCanal et c'est ok. C'est 8 € par mois, ce qui est ok, ou tu passes par Canal. Et oui, les adultes fans des séries Showtime ou tout simplement du contenu Paramount, cinéma et séries, ouais, ça vaut le détour. Et les nouvelles séries qu'ils proposent, Paramount, sont bien. Donc c'est un super supplément à Canal. Mais est-ce que ça vaut le coup de regarder individuellement? Je vous en parlerai surtout en conclusion. C'est là qu'on arrive à Max. Encore une fois, Max, c'est une plateforme qui a quelques années et en France, elle vient d'arriver il y a un mois, même pas. Il y a encore des bugs, il y a encore des problèmes, il y a encore des soucis par rapport aux interfaces, catégories, à la recherche. Bref, j'en ai fait une longue vidéo pour ceux qui veulent un avis détaillé de la plateforme. Il manque encore du contenu parce qu'ils veulent mettre du contenu au compte-goutte mois par mois, ce qui est un peu débile parce que le contenu est disponible. Il y a encore des soucis de droit sur des séries, des films aujourd'hui, mais ça sera régulé dans quelques mois, quelques années, grand maximum. Et c'est là que Max est intéressant, c'est que sur Max, il y a tout ce qui est Discovery, donc il y a des reportages, des documentaires, tout ça. Tu as tout ce qui est sport, donc tu as Eurosport, même s'il faut un supplément. Tu as Max qui est tout récent, qui fait des séries parfois à gros budget, qui sont vraiment sympas et qui sont qualitatives. Et tu as surtout HBO. Et c'est là qu'on arrive au summum de la série télé. Personne ne fait mieux qu'HBO. Et juste pour ça, en fait, Max vaut le coup. C'est-à-dire que HBO, même leurs séries nulles, sont meilleures que la majorité des séries bien des autres plateformes. Le niveau de qualité d'HBO est élevé. Ils n'ont pas toujours des succès, hein, encore une fois, en termes de qualité ou audience, mais il y a un minimum syndical chez HBO parce qu'ils vont faire peut-être 5 à 6 grosses séries HBO chaque année, mais tu sais que c'est un gage de qualité. C'est l'une des seules plateformes où tu sais que le gage de qualité sera bien plus élevé que la moyenne. Là où tu dis que Apple, c'est toujours un petit peu la qualité, là tu sais que ce sera forcément bien. Même si c'est pas excellent, tu sais qu'il y aura une qualité visuelle, une qualité technique au sommet. Tu sais qu'il y aura des vrais artistes dessus, ils donnent pas des projets à n'importe qui parce qu'ils n'ont pas beaucoup de projets par an et les projets qu'ils ont, ils les prennent vraiment au sérieux. HBO, c'est simple, que ce soit de l'univers Game of Thrones, au Soprano, à The Wire, White Lotus, Last of Us, Six Feet Under que je dois regarder, bref, il y en a tellement plein. Tellement d'incroyables séries cultes chez HBO. Oubliez le cinéma concernant HBO, les téléfilms HBO, faut oublier, c'est nul. Mais honnêtement, pour le prix, pareil, 5,99 avec pub, 9,99 sans la 4K et 13,99 avec la 4K, HBO c'est excellent pour une raison. C'est du contenu pour adultes, mature, bien fait, hors du commun. Et surtout, si vous connaissez pas les séries HBO, vous avez des années devant vous. C'est-à-dire que vu qu'ils vont pas sortir énormément d'œuvres chaque mois, mais que vous n'avez pas vu tous les grands classiques HBO, moi y compris, je les ai pas tous vus, et il n'y a pas mieux. Parce qu'au moins, tu sais que les grands classiques sont installés là depuis des décennies, parce que ça fait 25 ans qu'ils font des grosses séries HBO, et elles sont longues généralement. Tu peux te mater tellement de chefs-d'œuvre. Et du coup, tu peux passer des années sur HBO sans rien regarder de nouveau. Ce qui n'est pas le cas avec les autres plateformes. C'est ça la grande force. Le contenu original, il est récent chez HBO, donc 21e siècle, hein, disons-le, et il est exceptionnel. Donc s'il faut conseiller une plateforme de streaming juste pour la qualité, c'est Max. S'il faut conseiller une plateforme de streaming pour le patrimoine série, c'est Max. S'il faut conseiller une plateforme de streaming pour les adultes, c'est Max. C'est la meilleure plateforme de streaming en termes de qualité et loin de là. Mais par contre, si vous avez vu tous les classiques HBO, tous les chefs-d'œuvre, là, est-ce que ça vaut le coup de s'abonner? On en parle dans quelques secondes. Après, il y a plein d'autres plateformes en France, hein, que ce soit des plateformes comme France TV qui sont gratuites, du coup, tu tapes juste des pubs et parfois il y a des choses intéressantes comme Parlement que moi j'aime beaucoup. OCS, aujourd'hui, ça appartient à Canal, donc en vrai, c'est sur Canal, on s'en fiche un petit peu. Plein de plateformes de streaming pour les animés, mais moi je m'y connais pas assez, honnêtement, donc je vais pas me prononcer sur Crunchyroll, ADN, Wakanim, tous ces trucs-là. Et il y a aussi Mubi, c'est vrai qu'il faut pas l'oublier. Mubi, c'est une plateforme pour les films qui sont des films d'auteur choisis à la main
par les gens de Mubi. Du coup, tu payes et tu regardes des films exceptionnels. Mubi, pour voir des films genre cultes de tous les pays, bien faits, bien filmés, des chefs-d'œuvre, c'est excellent, mais peut-être j'en ferai une vidéo dédiée. Donc, conclusion, quelle est la meilleure plateforme de streaming? Netflix pour l'immensité du contenu, quelques trucs un peu genre teenager, jeune adulte et quelques pépites un peu pour adultes, et aussi le côté très international. Disney Plus pour les licences, les enfants et ceux qui veulent découvrir le catalogue énorme de Disney et quelques pépites côté FX et Hulu. Prime, il faudra fouiller, mais il y a aussi quelques pépites et généralement pour adultes, mais c'est surtout un hub. Apple pour un minimum de qualité, pas beaucoup de séries, mais qui valent le détour généralement. MyCanal pour les séries françaises et quelques pépites qu'ils arrivent à bien distribuer, mais surtout pour avoir un hub avec toutes les autres plateformes dedans pour un prix avantageux. Paramount, prenez juste l'abonnement avec MyCanal, pareil pour OCS et tout ça. Et Max, où il y a les meilleures séries, de loin, une énorme collection de séries hors du commun, mais pas beaucoup de contenu régulièrement. C'est peut-être la plateforme qui propose du contenu le moins régulièrement. Mais, qu'est-ce que je vais vous dire en conclusion vraiment? Ne vous abonnez à aucune plateforme. Ce que je veux dire par là, c'est que ne soyez pas fidèle. Ne gardez pas une plateforme en tête en disant « Ah, je suis abonné ». Non, désabonnez-vous de tout et en fonction des œuvres que vous voulez regarder, regardez-les. Aujourd'hui, naviguer sur les plateformes, c'est difficile. Donc autant se renseigner sur les réseaux, que ce soit des youtubeurs comme moi, des gens sur les réseaux, ou des amis, des proches, et ensuite abonnez-vous. C'est tellement simple de s'abonner, se désabonner aujourd'hui, et vous faites des économies de fou. Après, si vous avez RA+, ou des choses comme ça sur Canal, où c'est 20 €, ouais, génial. Mais pour les gens qui sont adultes, plus de 26, 27 ans, qui vont payer la 4K, 20 balles sur Netflix, et à côté plein de trucs et tout, c'est cher. Donc abonnez-vous, désabonnez-vous constamment. Vu les prix, même moi je me pose la question de le faire, honnêtement. Donc ne soyez pas fidèles, et abonnez-vous en fonction de ce qui sort. Et tapez-vous un kiff, vous prenez Max, et vous regardez une année de Max, parce que vous allez rattraper que des séries. Et du coup, vous allez mater plein de choses de Max. Ah, une série Netflix sort, abonnez-vous à Netflix, et ensuite repartez sur Max. Bref, ne soyez pas fidèles, c'est la morale de cette vidéo, et je parle de séries, encore une fois. Voilà, donnez-moi votre avis sur la question. Êtes-vous d'accord, pas d'accord? Je suis très curieux. Dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi quelle plateforme vous préférez, et êtes-vous d'accord avec la conclusion aussi, c'est important. Mettez-moi tout ça dans les commentaires. Pensez à vous abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos. Mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous mes réseaux pour plus de contenu exclusif. Et moi, je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.